marché belge, il a une caractéristique assez différente du marché français, c'est que la majorité, en fait, l'essentiel de l'assurance se fait encore via courtage et se maintient via courtage. Je pense que le potentiel est très important en France, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour l'instant, les systèmes d'information des assureurs ne sont pas prévus pour commencer à ouvrir des nouveaux canaux, faire du partenariat, diffuser leurs offres dans des plateformes de comparaison ou dans de l'embed insurance en B2B ou en B2C. Innover, ça veut dire prendre un risque. Ça veut dire prendre le risque de lancer quelque chose qui ne va pas fonctionner. Mais c'est très dur d'innover dans une compagnie d'assurance avec un système IT qui n'est pas fait pour l'innovation. L'innovation doit aussi s'entendre comme étant quelque chose de test. Ce grand buzzword qui existe quand même depuis longtemps, qui est la déconstruction de la chaîne de valeur, mais maintenant elle arrive. Le besoin d'assurance, je ne le vois pas décroître. Je vois le besoin d'assurance croître. Alors il faut voir si c'est payable. Je crois que les risques climatiques progressivement vont devenir problématiques. Je vois le futur de l'assurance vraiment comme quelque chose de beaucoup plus orienté vers un écosystème avec différents acteurs que comme des marques d'assurance l'un à côté de l'autre en silo et concurrents. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandoa, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, dans Assurance en coulisses, je reçois un acteur qui bouscule les codes du secteur, le CEO d'Insurgate, Antoine Debaise. Sa mission ? Faire tomber les barrières technologiques qui freinent encore trop souvent l'innovation chez les assureurs. Ensemble, on va explorer comment sa vision permet de réinventer l'adaptation et la distribution des produits d'assurance en mettant la tech au service de l'agilité. Bonjour Antoine, comment tu vas ? Bonjour Antoine, je vais très bien, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Oui, pas de problème, avec plaisir. Mais voilà, donc mon nom c'est Antoine Debaise. Voilà, je suis marié, papa de 3 enfants. En termes de formation et de loisirs, on va dire, d'abord on va commencer par les loisirs, c'est le plus sympa. J'ai été joueur de rugby, j'ai été passionné de rugby et puis maintenant depuis 5-6 ans, j'ai viré pour être passionné de vélo. Et donc maintenant je fais beaucoup de vélo, c'est beaucoup moins exigeant pour les épaules, on va dire. Bon, pour les jambes, c'est autre chose, mais voilà, donc je fais beaucoup de vélo. Et sinon, en termes d'historique, en fait, je me définis comme un actuaire généralement quand je me présente auprès de mes clients, mais à la base, je suis plutôt un mathématicien. Donc, j'ai fait une formation de mathématicien à la base. Et pourquoi je le dis ? Parce que pour moi, justement, en réfléchissant justement à ce podcast en termes de définition, je pense que les maths, c'est vraiment ce qui me définit le plus en termes de ce que j'aime, dans le sens où je trouve que les maths ont une vraie beauté, c'est-à-dire que tu peux gérer des systèmes extrêmement complexes avec très peu d'axiomes de départ, puisque les axiomes en mathématiques sont assez faibles, mais derrière on arrive à déployer des théories et des espaces complètement incroyables. Voilà, et donc au niveau professionnel, je suis dans l'assurance depuis que j'ai fini mes études d'actuariat. J'ai travaillé 20 ans donc dans les compagnies, une bonne quinzaine d'années chez AXA en Belgique et puis Foyer au Luxembourg. Dans mes différents postes, j'ai toujours cherché à innover, donc on va y venir dans le podcast. Voilà, et donc même quand j'étais en compagnie, j'avais un peu cette fibre entrepreneuriale. Voilà, et puis on va y venir, mais après ça, j'ai décidé de quitter cette position-là pour rester dans ce monde-là, mais avec une autre position, celui de lancer une InsurTech et de CEO d'une InsurTech. On en a parlé un peu avant, mais il y a une question signature du podcast. Mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il ? Si mon métier devait être un sport, quel serait-il ? Je pense que le rugby est pas mal, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sport collectif. Et c'est clair qu'on peut pas avancer en étant seul, ça c'est une certitude. On prend des coups un peu tout le temps. L'essentiel, c'est d'avancer pas après pas, de savoir où sont nos forces, où sont nos faiblesses, essayer de pas jouer sur ses faiblesses, évidemment. Il faut être humble par rapport à ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Et voilà, essayer de composer avec l'équipe qu'on a pour avancer le plus fortement là où on pense qu'on a une ouverture. Donc c'est vraiment le rugby, en fait. Je trouve que c'est une bonne analogie. Tu avais quelle position, du coup ? Mais j'étais pilier droit, Ok. numéro 3, ouais.
Ouais, ouais, gros poste assez exigeant, pour les épaules, en tout cas, elles s'en souviennent, ouais. Et tu as un club de prédilection du coup ou? Oui, moi, en fait, j'ai joué jamais que dans un seul club. J'ai joué à la ZUP Waterloo, donc qui est un club de première division, voilà, et puis j'ai eu la chance de gagner, la coupe de Belgique avec ce club, donc voilà. Ah ouais, Ah oui. ah ouais, un vrai professionnel et fan de rugby. Alors en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France. Donc la notion professionnelle n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que, non, on était je crois qu'ils sont toujours, on est amateurs, et on était amateurs vraiment, jusqu'au bout des ongles, hein. À ce niveau-là, il y avait pas, il y avait rien du tout en termes de défraiement ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour le plaisir d'être ensemble. Alors maintenant, on va parler un peu de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais, tu en as un peu parlé avant, mais expliquer ton parcours et vraiment ce qui t'a amené en fait à te dire: «Bah là, je switch, je veux Ouais. plus être dans les compagnies et je veux vraiment monter ma boîte». Ça s'est passé comment? Bah, en fait, c'était en 2017, hein, que j'ai pris, la décision. Alors, bon, il faut se remettre un peu dans la période 2017, hein. 2017, c'était un peu, il y avait pas mal de enfin quoi, c'était un peu l'effervescence au niveau des startups. Il y en avait plein qui se lançaient partout, il y en avait plein qui arrivaient à faire des levées de fonds de 1 000 000 € sur base d'une idée. C'était un peu l'argent gratuit à ce moment-là. Mais c'est clair que du coup, bah, ça fait réfléchir et puis dans dans ma dans ma vie en tant que, on va dire, enfin quoi, en vie en société, beh, je pensais à pas mal de points. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une idée depuis un petit temps, justement, parce que j'étais confronté à des problèmes de distribution, de produits d'assurance, lorsque j'étais en compagnie et j'avais, l'idée de lancer justement une plateforme digitale qui, à l'époque, était plus une marketplace d'assurance. Mmh. Voilà, et puis j'étais aussi en contact avec, pas mal de courtiers à l'époque qui sont tous des indépendants et c'est vrai que le côté indépendant, moi j'avais été salarié depuis le début de ma carrière, le côté de devenir indépendant était quelque chose qui me tentait beaucoup et puis, je travaillais au Luxembourg, c'était peut-être le moment aussi de me rapprocher un peu plus de ma famille, voilà, parce que j'étais, un peu expatrié et puis, j'ai pitché mon idée auprès d'un club d'investisseurs et puis j'ai eu une promesse de financement et puis là je me suis dit: «OK, est-ce que je suis prêt à faire le grand saut, et quitter mon poste de salarié pour devenir, me lancer dans l'inconnu?» Puis je l'ai fait, c'était un dimanche soir, j'ai envoyé ma code, de démission au CEO en disant: «Voilà, je vais partir». Comme tu le disais, tu as vécu des expériences, je crois, AXA en Belgique, Groupe Foyer Mmh. aussi, sur des Oui, sujets, d'actuariat. oui, oui, Moi, tout à fait. depuis le lancement du podcast, j'échange beaucoup avec des actuaires. Je OK. vois qu'ils ont vraiment alors, je sais pas si c'est un instinct ou tu vois, tu as les mathématiques comme tu dis, tu as envie de créer des choses. Enfin, je trouve que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, notamment avec l'IA là où on réinvente les modèles, Mmh. d'actuariat. Toi, tu te considères comment en fait? Tu te considères comme un CEO, d'une insurtech, comme un entrepreneur, on va dire? Ou, je sais pas moi, comme un actuaire ou, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors moi, je me considère avant tout comme quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'assurance et qui connaît un peu la réalité en tout cas des 2 compagnies dans lesquelles je travaillais et bon, je collaborais quand même beaucoup avec d'autres sociétés aussi donc comme quelqu'un qui vient du milieu. Oui, ensuite, oui, CEO d'une insurtech, alors j'ai toujours eu du mal à mettre le badge insurtech sur ma société dans le sens où, pour moi une insurtech c'est une société dont la tech est l'avantage principal et avec, de l'IA, avec, des dépôts de brevets et autres. Nous ici, on a vraiment voulu résoudre un problème, que les compagnies avaient, un problème réel des compagnies et la tech n'est jamais que le moyen. Donc voilà, moi je fais pas de la tech pour la tech, hein. Je dis pas que les autres font ça, mais c'est sur la notion d'insurtech. Franchement, maintenant je peux dire, on est une insurtech, mais ça m'a mis je crois, 2 ou 3 ans avant de pouvoir le dire parce que moi j'étais pas là-dedans. Voilà et après ça sur la notion du CEO de la boîte, beh, j'ai pas trop de problème enfin oui, je me considère comme CEO dans le sens où, c'est le rôle du CEO, c'est celui, de donner, la vision vers où on va. On fait ça pourquoi? C'est donner le sens aussi business de ce qu'on est en train de faire et là, c'est clair qu'avec l'historique que alors j'ai embarqué mon associé a pas un historique d'assurance, il a un historique plus, dans les datas. Mais voilà, c'est l'embarquer et lui donner, la direction vers où on va et puis à toute l'équipe aussi donc là-dedans, oui et c'est vrai que la formation d'actuaire permet alors il y a la formation et puis l'expertise ou l'expérience post-formation, hein, parce que la formation d'actuaire, elle est quand même fort mathématique, fort théorique aussi.
L'application de ces principes dans la vie réelle, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi riche. C'est l'association de cette formation et de cette expertise par la suite qui permet aussi, à l'heure actuelle, par exemple, de dialoguer avec certaines, avec mes clients, mes prospects, voilà, et de leur faire comprendre que je comprends aussi ce qu'ils vivent, parce que je suis passé aussi par là. Et quand tu étais actuaire, tu étais plutôt sur des sujets vie, non-vie? Alors moi, j'étais, tout le temps en non-vie, OK. donc j'ai toujours travaillé en non-vie, que ce soit en particulier ou en entreprise, et donc j'étais essentiellement sur les problématiques d'offres. Donc au début, j'étais essentiellement plutôt sur les problématiques de pricing, de segmentation, des choses très, très concrètes, puis après ça d'analyse de rentabilité, et puis progressivement, je me suis occupé de plus en plus de l'offre, et puis après ça de la distribution, et ainsi de suite, au fur et à mesure de ma carrière. Quelle a été vraiment l'étincelle derrière la création d'Insurgate, je vais y arriver? Alors l'étincelle, elle n'est pas avec Insurgate, puisqu'en fait la société s'appelle pas Insurgate, la société s'appelle Decide, parce qu'au départ, la solution, c'était une solution B2C, qui était une marketplace d'assurance. Et c'est ça que j'ai pitché à l'époque, donc en 2017, et on s'est lancé avec ça, avec mon associé. On a fait un premier pivot, on s'est assez vite rendu compte que ce qu'on a fait fonctionnait bien, mais voilà, il y avait des problèmes. Donc on a fait un premier pivot, et on a été vers une autre solution qui s'appelle Open Broker, qui était une solution pour les courtiers. Donc là, on passait en B2B. Euh, et là, cette solution a tellement bien marché qu'on s'est fait copier par le leader du marché en Belgique. Ce qui fait que là, on a dû encore une fois se réinventer. Et on s'est réinventé donc une deuxième fois. Et c'est là qu'est arrivé le nom Insurgate. Alors le nom Insurgate, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a proposé assez facilement. Et puis on a tous dit, bah, tout qu'on fait, c'est pas mal, ça dit assez bien ce qu'on veut faire, c'est de l'assurance, on va ouvrir les portes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a été créé Insurgate. On a dû le créer pour se réinventer. Et en fait, quand on a arrêté Open Broker, qui était pour les courtiers, on s'est dit, on va remonter un peu dans la chaîne de valeur, mais là, parce qu'on avait été confronté à des problèmes par les compagnies, et puis là, moi, je revenais aussi avec toute mon expérience quand j'étais en compagnie. On s'est dit, on va maintenant s'adresser aux compagnies, on va essayer de résoudre certains de leurs problèmes, ou leur permettre d'atteindre des niveaux qu'ils ne peuvent pas atteindre seuls. Mais du coup, quand tu dis que vous vous êtes fait piquer l'idée, Oui. ça se passe comment? Ils vous ont dit: «On veut vous racheter» ou carrément en mode: «On va Ah faire non, notre». non, ça s'est passé ça s'est passé, à un moment donné, la solution pour courtier, on l'a lancée en 2019, et puis donc vraiment tout début non, milieu 2019, et puis en 2020, on discutait avec des courtiers, puis voilà, pour les onboarder sur la solution, parce que c'est eux qui payaient un abonnement, les onboarder sur la solution. On avait vraiment des excellents échanges, et puis à un moment donné, il y en a un qui nous dit, alors qu'on est en contact avec lui, qui nous dit, bah écoutez, moi je vais pas former mes gestionnaires à travailler sur votre solution, parce que voilà, le leader du marché, l'outil qu'on utilise au quotidien, notre CRM qu'on utilise au quotidien, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient faire la même chose, et on pense d'ailleurs que c'est vous qui allez être pris. Donc je l'ai appris comme ça. Et en fait, c'était pas du. Donc on n'a pas été racheté, on n'a pas été. Voilà. Et donc quand le leader annonce ça sur le marché, ben, les courtiers ne sont pas spécialement. Ils se disent, ben, on va attendre. Si mon outil que j'utilise tous les jours inclus, parce que c'était un système de comparaison tarifaire automatique en fonction des différents assureurs, et de pouvoir remettre une offre facilement. Si c'est directement inclus dans mon CRM, ben pourquoi est-ce que j'irais m'abonner à une plateforme externe? Et donc, nous, notre croissance, elle a été capée directement, immédiatement. Et ça nous a quelque part, c'est pas plus mal, hein, ça nous a obligés à nous réinventer. Et maintenant, avec Insurgate, on a quelque chose de vraiment sympa, quoi. Et là, après, vous avez combien d'années d'existence? 8 ans? Bah alors 8 ans pour la société, 4 ans pour la solution Insurgate, hein, on l'a OK. lancée en 2021. Et tu as des chiffres un peu à partager? Parce que tu m'as dit que tu avais fait, enfin, je sais Oui, pas, en 8 ans, 4 ans, ouais, c'est donc croissant? oui, oui, c'est bien croissant. Donc ici maintenant sur Insurgate qu'on a lancé en 2021, bah, pour l'instant on a, une dizaine d'assureurs qui distribuent leurs produits via notre plateforme, pour différents canaux, que ce soit le canal de distribution du courtage, qui est le principal, chez nous, mais on a aussi, des agents, on a aussi des apporteurs d'affaires qui sont pas des professionnels de l'assurance. À l'heure actuelle, si on se focalise sur le courtage, on a plus de 2 500 bureaux de courtage qui utilisent notre solution. Ça fait plus de 10 000 utilisateurs. Ah ouais, quand même. En termes de croissance, donc depuis qu'on a lancé Insurgate, on va y venir sans doute après, mais il faut savoir qu'on a été très vite bénéficiaire, ou en tout cas à l'équilibre,
Hein, on n'essaye pas de dégager des bénéfices. Hein. Chaque fois qu'on est à l'équilibre ou qu'on a une marge, on réinvestit pour améliorer, pour augmenter la taille de l'équipe et améliorer ce qu'on fait. Ici, en termes de chiffres, on a fini l'année 2024 avec un peu plus d'1 million, 1,1 million de chiffre d'affaires. On prévoit 1,5 million pour 2025, donc plus ou moins 30% de croissance par an. On n'est pas sur de l'hyper-croissance parce que le milieu de l'assurance c'est des milieux où le processus de décision est lent. Et puis aussi, nous, on va accompagner de la meilleure façon possible nos clients. Voilà, on va le voir après, mais on accompagne vraiment nos clients. Donc, on ne peut pas faire du x2 ou du x3 chaque année, c'est pas possible. Et ça ne me correspond pas de toute façon. Quand tu as du coup switché sur Insurgate, tu as refait une levée de fonds? Non, en fait, on avait fait des levées de fonds pour les 2 premières solutions. Mais une fois qu'on a entamé Insurgate, on a eu assez vite, en fait, on a atteint le break-even rapidement, ce qui nous a permis de ne pas faire de levée de fonds. Parce que les levées de fonds, c'est vraiment, bon, on en a fait 2 avant, ça te prend énormément de temps, et puis, c'est tout du temps que tu passes à te focaliser, à essayer de convaincre des gens que ce que tu vas faire est bien, plutôt que de t'occuper de tes clients et de ton marché. Donc, on n'est pas du tout demandeur pour l'instant, on n'est pas demandeur de levée de fonds. On préfère avoir une croissance organique et de faire un pas après l'autre, on va dire. Et l'expérience des levées de fonds, tu l'as vécu comment? Parce que moi, on en voit beaucoup là, passer les levées de fonds sur, les insurtech qui utilisent l'IA, Alan ou d'autres structures qui font des chiffres énormes, Ouais, même sur le ouais, marché américain, anglais. ouais, ouais. Je me dis pour réussir à lever autant de millions, le pitch, il doit être révolutionnaire, non? Ou ça se passe comment du coup? Alors, j'ai jamais participé à ces pitchs qui ont levé autant de millions, donc je peux pas vraiment te répondre comment ça se passe. De notre côté, ça a toujours été, une levée de fonds, c'est d'abord énormément d'énergie, hein. Tu dois vraiment, préparer tout ça et puis aller voir différents investisseurs. Donc, c'est pas la première fois que tu vas faire mouche. En tout cas, nous, c'était comme ça. Alors, je me dis que c'est vrai que pour les leaders du marché qui arrivent à lever des dizaines ou des centaines de millions, voilà, je pense qu'évidemment, il y a des solutions qui sont plus porteuses que d'autres, hein. Nous, quand on s'est lancé, on n'a jamais voulu être un disrupteur de marché. On a voulu être une société qui améliorait, qui était plutôt un enabler, même avec la marketplace. Ça permettait d'enabler des acteurs existants. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour les levées de fonds, tout le monde avait en tête le terme ubérisation. Hein, il fallait ubériser le secteur de l'assurance, il fallait le disrupter. Il y avait quelque part l'image, c'est un secteur, on va dire, très traditionnel. Il faut des nouveaux acteurs qui vont révolutionner les processus et autres. Bon, l'histoire a montré que la plupart des acteurs qui se sont... Alors, il y en a qui ont réussi, hein, pas du tout, hein, mais maintenant, en tout cas, il y en a quand même beaucoup qui ont dû s'arrêter. Et c'est vrai que maintenant, la notion d'enabler est quelque chose qui marche un peu mieux en termes de levée de fonds, mais nous, on n'en veut pas. Alors, on est parfois contacté pour des levées de fonds. Nous, on pense que pour l'instant, on n'a pas encore... si demain, on devait lever 10 millions, évidemment, ça ferait du bien, mais qu'est-ce qu'on en ferait? Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment on trouve que notre solution, on veut la construire de pas à pas et avoir à un moment donné, je sais pas moi, 30 informaticiens qui développent quelque chose. Ouais, il faut aussi pouvoir les alimenter et faire les choses correctement. Donc, est-ce que ce serait intéressant? Je pense pas à l'heure actuelle. Ouais, j'ai enregistré un podcast pour la saison 2 récemment avec une personne pareil qui avait fait, qui me parlait de ça. C'est vrai que ça met quand même une pression après derrière parce que souvent, les 10 millions, tu as un objectif de les dépenser et Tout il à faut fait. les dépenser et si tu les dépenses pas dans les temps, bon après tu as un peu une pression d'investisseur. C'est vrai que je pense que tu as plus la main libre quand tu fais ton choix là que tu as décidé que quand tu es, «main mise» entre guillemets avec des investisseurs, des VC ou Mais autres. oui, une fois que tu fais rentrer un gros capital, tu as des VC à ton board. Donc, ça veut dire que tu as aussi des objectifs à atteindre, ce qui est assez normal. Mais c'est surtout aussi, tu as une obligation de croissance à tout prix. Ce qu'on a déjà vu dans certaines boîtes, en tout cas en Belgique, ils lèvent pas mal d'argent, ils engagent beaucoup de personnes. Ça veut dire que ça produit beaucoup de solutions, ça fait beaucoup de... Voilà, il y a une émulation interne à la société qui peut être très bien, mais après ça, il faut arriver à continuer sur cette rampe-là. Et donc, s'il n'y a pas des financements ou de la rentabilité qui arrive vite, alors là, on doit gérer une décroissance. Et ça, c'est très problématique de gérer une décroissance dans tes effectifs quand tu as 20 informaticiens ou des sales ou autres qui travaillent pour toi. Puis qu'à un moment donné, il faut reprendre ce qu'ils ont fait. Tu es dans une dynamique totalement inverse. Ici, nous, on a choisi une dynamique un peu de bon père de famille, entre guillemets, parce qu'on veut vraiment accompagner nos clients
au fur et à mesure de leur... Voilà, ils comptent sur nous, hein, vraiment sur pas mal de choses. Et donc, voilà, par exemple, on n'a pas de churn dans notre équipe. Des gens étaient là, même à la première solution, ils nous ont accompagnés, malgré qu'on ait fait 2 pivots, ils sont toujours là dans l'équipe à l'heure actuelle, quoi. Pour nous, c'est une valeur importante. Ouais. Et tu as vécu des galères, que ce soit avec Insurgate ou la plateforme que tu avais avant? La plus grosse galère là qui te vient en tête, c'est quoi? Bon, alors des galères toujours, clairement les 2 pivots, c'était les 2 grosses galères. Quand du jour au lendemain, on se rend compte que ce sur quoi on était en train de tabler sur la croissance, ce pourquoi on avait fait une levée de fonds, ça va pas marcher du tout et qu'on n'a aucun moyen pour, on ne lutte pas avec les mêmes armes pour essayer de sortir, enfin quoi, pour avancer avec nos concurrents, il faut se réinventer et c'est pas évident parce que, quand on a mis de l'énergie dans une solution, il y a un espèce de déchirement à se dire: «On doit arrêter». Hein, c'est très compliqué de se dire à un moment donné, «Non, non, mais ça va pas aller, il faut passer à autre chose». Alors, comme je l'ai dit, on a maintenu, par exemple, la solution OpenBroker, elle est toujours en ligne parce qu'il y a des gens qui nous font confiance, donc on l'a gardée, mais à un moment donné, on a dit: «Non, non, non, il faut qu'on développe autre chose» et c'est assez compliqué parce qu'il y a un travail intellectuel à obliger aussi, dans toute la société, quoi. À un moment donné, il faut pouvoir dire, on passe à autre chose et il faut réembarquer toutes les personnes vers une nouvelle destination, vers une nouvelle direction et ça prend beaucoup d'énergie et voilà, c'est le alors in fine, c'est pas une galère parce que je pense que c'est très bien qu'on ait dû, se réorienter, mais sur le moment même, c'était autre chose et peut-être que dans le futur, je vivrai en fait, pour l'instant, il y a une galère que j'ai pas encore vécue et que je pense que je vivrai, peut-être, pas bien. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de clients sur Insurgate qui nous ont quittés, OK. et le jour où on a un client qui part et qui me dit: «Écoute, je pars parce que je m'attendais à ce que tu fasses ça et tu l'as pas fait» et je suis quelque part, parce que s'il part, il y a une déception. Comme on met quand même la satisfaction au cœur, ouais, j'aurais du mal à l'encaisser, je pense, cette partie-là. Pour le moment, si personne n'est parti, c'est qu'ils sont satisfaits, Clair, j'espère. et du coup, Insurgate se positionne comme un facilitateur, technologique pour les Ouais, compagnies d'assurance. ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Qu'est-ce que cela signifie? Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que si bon, facilitateur technologique, si on prend un peu de hauteur par rapport à comment ça se passe dans le monde de l'assurance, c'est clair que la digitalisation de l'assurance, on en parle depuis longtemps, et il y a eu moi, ce que j'appelle la première vague, hein, ce qui est de dire, en fait, on fait de l'assurance comme avant, mais on va digitaliser tous les processus. C'est-à-dire que, bah, voilà, avant, on travaillait parfois avec le fax, hein, historiquement, ouais. J'ai commencé à travailler, des fax partout. Les fax, puis, les fax ont été remplacés par les mails et autres. Maintenant, on va digitaliser tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire des extranets, on va faire que tout le monde ait des outils de saisie, digitaux et ainsi de suite. Ça, c'est un moyen de faire mieux ce qu'on faisait avant. Ça, c'est la première phase. Maintenant, on vient dans une deuxième phase et c'est celle-là qui est vraiment intéressante, qui est de faire plus qu'avant grâce à la digitalisation. Donc ce qu'on voit, c'est que grâce à la digitalisation, il y a, une multiplication des canaux de distribution, des schémas de distribution, on va y venir sans doute tantôt et donc ça fait, ça relève plusieurs défis. Comment est-ce qu'un assureur peut être capable de déployer son produit dans des canaux multiples auprès d'interlocuteurs multiples et parfois des produits un peu différents? Tout ça sans faire, exploser en fait, leur système interne, hein, la complexité de leur système interne, voilà, parce un assureur ne va pas dupliquer, son système chaque fois qu'il veut faire un nouveau canal ou qu'il a une convention spéciale ou qu'il a un partenariat. Et donc, voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment de se mettre, pour ça, donc permettre à l'assureur d'avoir cette approche multicanaux, de déployer des nouveaux canaux, de tester des nouveaux canaux, sans pour autant, complexifier leur infrastructure actuelle. Et du coup, ça fonctionne comment comme, techno? C'est un API, une plateforme, intégration low code, no code, Alors, à peu près? c'est oui, alors là, je vais un peu prendre aussi un peu de hauteur. Donc, on va prendre un cas simple, hein. Donc pour un peu expliquer, imaginons qu'on va prendre un cas totalement basique. Un client, un assureur nous dit: «Mais voilà, moi j'aimerais bien ce produit que j'ai chez moi, j'aimerais bien le déployer auprès de tel,
canal de distribution, hein. D'habitude, j'avais des courtiers, mais là, voilà, j'ai, je sais pas moi, un un partnership avec une marque de vente de voitures, par exemple, ou autre. Hem, donc au début, quand on a lancé Insurgate, on s'est dit: «On va être une plateforme purement tech», donc on va vendre seulement le tech. On s'est vite rendu compte, en fait, que, le besoin, surtout quand on est en création ou en déploiement de nouveaux canaux, il y avait aussi un besoin d'accompagnement de nos prospects, de nos clients. Heu, Parce qu'en fait, les compagnies d'assurance sont en tout cas les personnes, qui travaillent dans les compagnies d'assurance ont souvent beaucoup, beaucoup de projets en parallèle et c'est jamais qu'un projet en plus du reste. Donc on a commencé aussi à développer toute une expertise d'accompagnement. Donc on fait de la consultance, en fait, et on s'occupe, en fait, ce qu'on livre, ce que notre client voit, c'est une solution finale, parce qu'on s'occupe de toute la consultance, de toute la gestion de projet, de toute la configuration. Et nous, on utilise notre plateforme low code pour être très rapide et pouvoir mettre ça en place, très rapidement à des coûts, voilà, à des coûts nettement plus faibles que si c'était en homemade de la part, de l'assureur. Et donc c'est vrai qu'en termes de techno, nous derrière, bah, on a donc c'est du no code, low code. On a des briques fonctionnelles qu'on peut réutiliser. On a, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est une plateforme SaaS. Elle est, API par définition. Elle est faite pour justement s'intégrer avec un maximum de services tiers, ce qui est une grosse différence par rapport à l'historique des systèmes en assurance où là, historiquement, plus c'était un château fort avec, plein de murailles, mieux c'était. C'est pas pour ça qu'elle est pas sécurisée, bien au contraire, mais voilà, on est vraiment dans cette approche de Open Insurance. L'autre point qu'on a mis à la base aussi de notre plateforme, c'est, les données. C'est-à-dire que dès le design de l'application, on s'est dit en fait, les données sont fondamentales et il faut absolument que n'importe quelle donnée qu'on a captée dans l'application soit utilisable dans n'importe quelle brique de l'application. Ça veut dire qu'on pourrait, enfin quoi, qu'on peut utiliser, heu, pour, du processus, pour du pricing, pour de l'acceptation, pour de l'editing, pour tout ce qu'on veut. On peut utiliser n'importe quelle donnée qui est captée à un moment donné dans la solution ou qui a été captée par un enrichissement parce qu'on a eu accès à une API d'enrichissement, externe. Voilà, c'est, au niveau techno, c'est une techno évidemment moderne qu'on fait, qu'on améliore, voilà, au fur et à mesure des besoins de nos clients, quoi. Tu peux l'implémenter très rapidement? Quand un Oui. assureur te contacte, quel est le délai moyen environ de Alors, le délai moyen, on peut l'implémenter et sortir. Là, dernièrement, on a fait un nouveau client là au mois d'avril. On a sorti là en production vers le 15 mai. Donc en moins d'un mois, c'était en production et c'était déployé auprès des courtiers en Belgique. Donc ça peut aller très, très vite. En fait, souvent la durée de déploiement ne dépend pas de nous, elle dépend surtout de du temps ou de la bande passante que notre client a consacré à la validation, aux réponses aux questions et ainsi de suite. Donc, on dit toujours que nous, pour faire un nouveau processus qu'on peut déployer, sur un outil quel qu'il soit, il faut entre 5 et 25 jours de travail chez nous. Mais ces 5 ou 25 jours peuvent parfois s'étaler sur 3 mois parce qu'en fait, à un moment donné, si à un moment donné on demande une validation et qu'elle prend une semaine pour être validée, bah, voilà, c'est une semaine, où nous on travaille pas et on attend une validation. Voilà, donc le temps est pas un souci, parce que quand on le compare avec les timings, classiques, on va dire, d'une compagnie, on est rarement en dessous de 3 ou 4 mois et même 6 mois parfois, dans les compagnies. Donc nous, on vient ici avec des solutions moins chères et plus rapides à ce niveau-là. Mmh. Et bah, du coup, tu baignes dans la techno, hein, on va pas se Mmh. mentir. Pour toi, quelle est vraiment la barrière que rencontrent les assureurs traditionnels pour faire le switch? Parce qu'on parle beaucoup, bah, d'InsurTech où ils rentrent directement dans ces technos-là. Quand tu as des technos qui sont historiques, comme tu dis, avec, bah, des couches, des couches, des couches dessus, de nouvelles technologies, COBOL, des trucs qui sont pas vraiment sur du SaaS. Quelle est la vraie barrière? Parce que je pense que la barrière, financière, elle est pas là et plutôt derrière, je pense et c'est quoi que tu as rencontré comme plus grande difficulté? Beh, en fait, la plus grande difficulté, en fait, il y a pas vraiment une barrière technologique dans le sens où, la plus grosse difficulté et tu l'as dit, elle est historique, hein. C'est-à-dire que Mmh.
les systèmes d'information des assureurs se sont construits à la fin des années 70, enfin quoi, ou années 70, et par couches. Au fur et à mesure qu'il y avait des besoins, on a rajouté des couches avec parfois des technos différentes. Et donc, c'est vrai que pas mal d'assureurs se retrouvent avec une infrastructure tech qui est un peu hétérogène, composée de différents modules, pas toujours très cohérents les uns avec les autres. Et ils se retrouvent face à cette problématique à l'heure actuelle. Et leur problématique à l'heure actuelle, c'est, en fait, ils se posent deux questions. Ils se disent, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je change tout? Et c'est là qu'on voit que certains choisissent, se lancent dans des gros projets de re-engineering complet de leurs solutions, avec des fournisseurs comme Guidewire ou autres. C'est des projets généralement assez longs, assez risqués et assez coûteux. Et de plus en plus, et depuis, et c'est la voie dans laquelle nous on s'inscrit plus, ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rendre mon application à l'heure actuelle un peu plus modulaire, de se dire ok, en fait, j'ai plein de systèmes, mais est-ce que je ne sais pas, sur la couche front, est-ce que je commencerai pas à créer des interfaces un peu plus ouvertes avec une couche front? Et alors là, ils sont ouverts à travailler, soit ils le développent eux-mêmes, soit ils peuvent être ouverts à travailler avec des solutions tech comme la nôtre. Et donc oui, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de barrière technologique, c'est seulement un état de fait, c'est qu'ils ont la plupart du temps une architecture existante qui les freine, et c'est là-dedans qu'il faut leur donner du conseil pour pouvoir avancer et de leur montrer que, voilà, en s'interfaçant de manière assez simple avec des outils externes, ils peuvent y gagner aussi en simplicité de leur côté. J'avais eu, comme, invité aussi une personne qui travaille, Patrick Soulignac, une personne qui travaille chez, Guidewire, et qui me parlait de ça, qu'il y avait ces difficultés-là quand ils changent de plateforme. Déjà, c'est des, longs projets, comme tu dis, sur le long terme. C'est très long, Et ouais. il dit: «Bien souvent, le problème, c'est pas tant, la solution en elle-même, c'est la conduite du changement derrière». Parce que du coup, ça va, impacter, mais tous les process en interne d'une boîte et pas qu'un seul département. Et c'est ça qui est plus difficile, en fait, à convaincre pour un assureur de se lancer là-dedans. Oui, et je l'ai vécu aussi en interne, mais c'est vrai que les projets comme ça, Big Bang, ça conditionne tout le monde. Ça veut dire aussi que tout le monde va avoir son mot à dire sur comment va être développé le système futur, et avec une notion que c'est très dur dans ces moments de re-engineering-là de se dire: «Attendez, on va en profiter pour réinventer et faire plus simple». Généralement, tout le monde dit, dans ces cas-là, «N'oubliez pas que moi j'ai, ces 3 exceptions et je dois pouvoir les traiter exactement de la même façon après qu'avant». Et donc on se retrouve souvent dans des designs, alors qu'on va changer d'infrastructure technologique pour avoir quelque chose de plus modulaire, où en fait toute la complexité business, on va la remettre à l'identique dans le nouveau système. Non, mais ça peut paraître, mais c'est tout à fait naturel en fait comme processus. Parce que le changement est beaucoup trop vaste et beaucoup trop complexe pour que toute la société se réinvente en fonction de la technologie qu'on lui met à disposition. C'est pas possible en fait de réinventer une et c'est pour ça que moi personnellement, je crois plus en une approche un peu plus modulaire, où on commence à se dire: «OK, cette partie-là, comment est-ce qu'on peut la rendre plus modulaire? Quels sont ses vrais besoins? Quel est l'outil qu'on va faire?» OK, au départ, il va être un peu contraint parce que les autres modules ne sont pas encore autant modulaires, mais c'est déjà prévu pour la suite et ainsi de suite, et d'avancer pas à pas. Donc mais c'est clair que c'est les chantiers de re-engineering complet, c'est des chantiers énormes, et chapeau à ceux qui y arrivent, quoi, vraiment chapeau. Tu parlais avant de enfin, tu étais sur une approche B2C, maintenant B2B. Le marché belge, en fait, il est comment? Il est un peu comme le marché français? Les assureurs ont la même approche ou ils ont un peu une mentalité très différente? Alors, bon, maintenant, on commence à bien connaître le marché français puisqu'on l'approche maintenant depuis 1 an et demi. C'est vrai que le marché belge, il a une caractéristique assez différente du marché français, c'est que, la majorité, en fait, l'essentiel de l'assurance se fait encore via courtage et se maintient via courtage. Donc, c'est un marché principalement de courtiers, donc d'indépendants, distributeurs, aussi pour le particulier. Là où en France, dans le marché du particulier, le courtage n'est pas présent, c'est plutôt des mondes de distribution en type agent ou en direct. Je crois que dans le monde des produits professionnels, le courtier là, a plus sa place en France. Mmh. Heu, voilà, et donc ça, c'est les grosses différences. Et donc c'est vrai que, je trouve ça pas mal que nous, on ait commencé par la Belgique, parce que quand on aide un assureur à être, plus, voilà, à pouvoir distribuer auprès des courtiers indépendants, ben on a en fait 2 types
d'utilisateurs. On a le courtier d'un côté qui va venir avec ses problématiques d'efficacité, de simplicité et autres, et on a l'assureur qui va venir avec ses problématiques de oui, mais moi, techniquement, ça doit être correct, il faut absolument que toutes mes API ou toutes mes contraintes soient prises en compte, et voilà. Et donc, voilà. Maintenant, pour revenir sur ta question initiale, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question initiale, je me suis Si, un peu si, à peu perdu, je près. pense. Non, mais en fait, c'était juste, voilà, de me dire, le marché belge, il est aussi porteur que le marché français. Enfin, c'est Mmh. pour Oui, toi, c'est oui. juste des acteurs différents, quoi. Mais Oui, oui, mais en fait, c'est-à-dire que si je reviens, la digitalisation, on va dire la première phase de la digitalisation, qui est celle qui est de faire les mêmes processus qu'avant de manière digitale, je pense que, voilà, le marché français est peut-être même un peu en avance par rapport au marché belge. Et pourquoi? Parce que comme il y a quand même, plus de réseaux d'agents, c'est plus simple pour une compagnie de se digitaliser avec des salariés, enfin quoi, des gens qui font partie du personnel, que de se digitaliser avec des courtiers qui sont des indépendants, qui eux-mêmes ont des systèmes externes, qui, eux, doivent collaborer avec plusieurs compagnies en parallèle et autres. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'en France, il y a plus de digitalisation qu'en Belgique. Maintenant, sur la partie 2, on va dire, de la digitalisation, celle que j'ai exprimée, donc qui est de dire, OK, maintenant on va commencer à distribuer nos produits un peu de façon, un peu plus ouverte. Le potentiel est important en Belgique, et je pense que le potentiel est très important en France. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour l'instant, les systèmes d'information des assureurs ne sont pas prévus pour commencer à ouvrir des nouveaux canaux, faire du partenariat, diffuser leurs offres dans des plateformes de comparaison, ou dans de l'embed insurance en B2B ou en B2C. Tout ça n'est pas prévu, en tout cas pas prévu facilement par rapport aux systèmes qui sont en place. Et donc là, il y a un potentiel de marché certain, c'est sûr. juste avant, tu me parlais de tes clients. J'ai vu que tu avais travaillé avec, Swins, c'est ça? Enfin, qui se présente comme le Spotify de l'assurance en Belgique. Oui, Je trouvais oui. ça marrant comme accroche. Quel est l'acteur, en fin de compte, ceux qui adoptent le plus rapidement? Tu m'as dit à peu près la moyenne, c'est environ un mois, quoi. Mais là, Ouais. quel est l'acteur qui adopte le plus rapidement vos solutions? Les courtiers, les insurtech, les grosses compagnies? Alors, on travaille un peu pour tout le monde, hein, dépendant des besoins. Alors, en termes de rapidité de décision, ça dépend. C'est pas vraiment lié à l'acteur, c'est lié à l'urgence de OK. business. C'est-à-dire qu'on a vu des grands acteurs décider très très rapidement, hein, en moins de 3 semaines, pour une solution, parce qu'à un moment donné, il y a une opportunité à saisir, et pour la saisir, il faut être rapide. Par exemple, AXA a fait plusieurs projets avec nous, et ils nous connaissaient, donc ils ont vu qu'on était crédible. Là, en 3 semaines, on peut déclencher quelque chose de nouveau. Mmh. C'est vrai qu'en termes de clients pour lesquels on travaille avec des grands assureurs comme AXA ou le groupe PV en Belgique. Et là, c'est généralement soit pour des produits, hein, de niche ou un peu complexes, ou des offres différenciées pour certains canaux de distribution ou des partenariats spécifiques, hein, parce que ces grands assureurs-là, évidemment, ont déjà une infrastructure de base. Donc, on vient un peu comme, on va dire, extra balle pour servir ce qui n'arrive pas à servir de manière classique. Alors, parce Mmh. que là, on m'appelle, voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle en Belgique des souscripteurs mandatés, qu'on pourrait, un peu, la notion de courtier grossiste en France. OK. Donc c'est des compagnies d'assurance, mais qui ne portent pas le risque d'assurance, derrière, qui eux qui sont évidemment de taille beaucoup plus petite, qui eux sont à la recherche de solutions un peu plus globales, et donc là, on en sert aussi. On a des insurtech comme Swins, et ça, c'est intéressant de voir que, parce qu'on pourrait se dire, c'est totalement contradictoire de se dire qu'il y a une insurtech qui va appeler une autre insurtech, pour distribuer ses produits. Je veux dire, c'est quoi l'histoire qui est derrière? Mais c'est intéressant parce que je trouve que ce use case, il permet de voir un peu, vraiment, la notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'au départ, Spotify, Swins, hein, comme on l'a dit, qui se présente comme le Spotify de l'assurance, c'est vraiment une vraie insurtech là, vraiment avec un gros bac moderne, full API, vraiment, quelque chose de très robuste au niveau tech. Mais à un moment donné, ils se sont posé la question, OK, on veut distribuer via courtier. Est-ce que, on va développer nous-mêmes notre module pour les courtiers? Et ça veut dire, on va perdre du temps là-dedans, on va investir, il faut que les courtiers, adoptent l'outil, il faut le promouvoir auprès des courtiers. Pour les courtiers, ça va être un outil en plus parmi d'autres. Ou est-ce qu'on fait appel à une surrogate qui est déjà déployée auprès de pas mal de courtiers,
Swins, en tant que tel, se focalise vraiment sur la plus-value de son offre, sur la gestion de leur service et ainsi de suite. Et donc, ça montre bien qu'il ne faut pas être mauvais, on va dire, enfin quoi, pas mauvais n'est pas le bon terme, hein, mais le besoin de collaboration avec une insurtech ne doit pas être une incapacité de le faire. C'est seulement que parfois, ça a plus de sens de déléguer une partie de sa distribution ou de sa chaîne de valeur à quelqu'un ou à une société qui l'a déjà fait parce que, voilà. Et on montre bien dans ce cas-là, parce que l'intégration s'est fait très vite, hein, comme on est full API tous les deux, les intégrations se font très très vite et c'est pas un problème de passer d'un outil à l'autre puisqu'ils communiquent entre les deux. Et donc là, on vient sur une notion un peu plus rationnelle de collaboration, d'écosystème. En fait, on met un écosystème en place qui permet d'atteindre l'objectif business qui est voilà, que les courtiers puissent avoir accès aux produits Swins, que Swins puisse pouvoir les gérer et que nous, on puisse distribuer les produits Swins via une surrogate. C'est marrant ça parce que ça fait vraiment le pendant pour la prochaine question. Mais souvent, on dit que l'innovation passe vraiment par la collaboration, que tout seul, bah, on peut toucher un plafond de verre en fin de compte. Toi, tu me parles quand même d'un, bon, pas vraiment un partenariat tech, enfin voilà, ils ont travaillé avec toi. Toi, tu vois l'innovation comment dans le secteur de l'assurance? Que sur le digital ou il y a aussi l'innovation produit? Ah mais alors, Comment tu vois ça? l'innovation, bon, par rapport aux 20 années que j'ai passées en compagnie, j'étais fort dedans puisque j'étais souvent, j'ai fait une grosse partie comme aussi, responsable de produit ou responsable de marché. Donc le but, c'est d'innover. Il y en a beaucoup dans les compagnies d'assurance qui veulent innover. La problématique, c'est innover, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire innover. Innover, ça veut dire prendre un risque. Ça veut dire prendre le risque de lancer quelque chose qui ne va pas fonctionner. C'est ça innover. Hein, si on lance quelque chose et qu'on sait que ça va fonctionner, bon, moi je connais pas beaucoup d'innovations où au départ voilà, on est sûr à 100 que ça va fonctionner. La problématique qu'on a, et c'est pour ça qu'on revient à la problématique tech, et c'est très dépendant de l'un de l'autre, c'est que si pour tester quelque chose, ça prend du temps, ça prend du budget, et qu'in fine, si ça n'a pas fonctionné, ça ça a complexifié encore le système, IT. Mais c'est très dur d'innover dans une compagnie d'assurance avec un système IT qui n'est pas fait pour l'innovation. L'innovation doit aussi s'entendre comme étant quelque chose de test, comme quelque chose qui peut ne pas fonctionner, qu'on doit pouvoir effacer. Et Mmh. donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, l'innovation doit se nourrir on va dire, d'ac- de capacités on dit souvent, hein, c'est des sandbox ou des terrains de jeu faciles pour pouvoir justement innover, tester, se dire: «OK, ben, en fait, je vais innover, je vais lancer 3-4 choses. Il y en a peut-être qu'une qui va fonctionner, mais au moins je saurai pourquoi les 3 autres n'ont pas fonctionné. Ça va m'aider à savoir pourquoi la première je peux encore plus l'améliorer» et ça enfin quoi, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le regarde, vu que maintenant, la digitalisation est partout, ça passe par les systèmes. Il est très dur d'innover sans implication dans les systèmes et de plus en plus, la flexibilité du système sera on va dire le thermomètre sur la capacité à innover. Une compagnie d'assurance qui n'a pas un système flexible sera condamnée à très peu tester, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Non, et l'autre point que je voulais dire par rapport à ça, c'est pas uniquement plus enfin, évidemment, la route cause, elle est ici, maintenant, elle devient technologique, hein, de non-capacité d'innovation, mais elle peut devenir après ça autre chose que technologique dans le sens où, un assureur qui n'innove pas va à terme perdre ses ressources qui ont un côté créatif et une volonté d'innover ou d'entreprendre et du coup, ça devient aussi un problème, potentiellement endémique pour la compagnie, de pouvoir garder cette capacité d'innovation. Moi, je l'ai vu, j'étais souvent en fait, il y a une vraie frustration dans certaines compagnies de ne pas pouvoir innover et bon, et les gens, quand ils ont une frustration, soit ils vivent avec, c'est rare, soit à un moment donné, ils essayent de trouver une autre solution et donc souvent voilà, ils vont ailleurs, quoi. Je sais pas si ça peut faire un pendant, mais on voit quand même pas mal de gros assureurs qui rachètent des insurtech. Parce que du coup, peut-être pour répondre à ce que tu dis là, de se dire: «Moi, je peux peut-être pas faire ce que je veux là en ce moment avec, le gros paquebot que j'ai, mais par contre, Ouais. si j'en rachète une, j'aurai plus de flexibilité et je pourrais aller taper dans le marché que j'aurais envie». Oui, tout à fait, je comprends et ça rejoint un peu ce que je disais sur la modularité, hein. En rachetant une InsurTech sur une partie, sur une couche particulière, bah, en fait, ils s'obligent à modulariser un peu leur offre
à s'interfacer correctement avec cette InsurTech. Donc, c'est une façon de bouger par petits pas, enfin quoi, ou parfois gros pas si c'est une grosse InsurTech. Mais donc, je comprends tout à fait la logique. Et maintenant, après ça, il faut voir quelles étaient la force de l'InsurTech et comment est-ce qu'on va garder la force de l'InsurTech une fois qu'on l'a racheté. Hein, ça pose d'autres soucis à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, j'ai pas d'exemple ou d'expérience là-dedans, mais je le vois ici par rapport à comment on fonctionne chez nous et comment une compagnie fonctionne. Il peut y avoir un choc de culture assez énorme. Appliquer des processus de grandes sociétés sur une InsurTech risque fort de diminuer la capacité d'innovation de l'InsurTech. Donc voilà, il faut être attentif à la façon dont on onboard, on va dire, une InsurTech par la suite, quoi. C'est pas du tout assurantiel, hein, mais j'avais écouté un podcast, qui parlait du CEO de New Morning, qui est des salles de coworking un peu comme WeWork, tu vois? Ah Mais oui, je vois. qui avait été, en tout cas, je crois que c'était Nexity, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui avait, levé de fonds, tu vois? Rentré dans le truc et qui avait vraiment décidé de les laisser, enfin, entre guillemets, tu vois? Même s'il y a quand même, la gérance, mais pas, tu vois, de changer le mindset, parce qu'ils ont quand même une vision un peu comme tu dis, start-up, pour pas, à mon avis, je pense, comme tu dis là, créer une divergence, tu vois, de mentalité et de frustration après et de créer après peut-être ça fonctionne pas quoi, en fin de compte, que l'achat va pas fonctionner si on leur avait laissé, Si tu achètes une start-up ou une InsurTech, c'est pour le potentiel qu'ils représentent pour toi et donc c'est contre-productif si tu lui enlèves le potentiel, en lui mettant des contraintes. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne une InsurTech. Voilà, parce que c'est assez différent, hein. Moi, j'ai vécu les 2 mondes, enfin quoi, et heu et c'est pas la même façon de réfléchir, c'est pas la même façon d'appréhender les problèmes, c'est pas la même façon de décider, c'est pas la même façon de tester. C'est assez différent. et pour toi, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Ouais. Ça, c'est, bon, l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Pour toi, c'est vraiment la tendance en ce moment qui te passionne ou c'est pas du tout ça, où il y a vraiment d'autres sujets? Alors moi, c'est pas l'IA, enfin quoi, l'IA est passionnante et en même temps, on se demande si c'est bien raisonnable tout ça. Dans le sens où, bon, je veux pas rajouter des couches à l'IA, mais c'est quand même des systèmes où, in fine, on n'est pas capable de prédire ce qu'elle va dire, hein, donc ça pose quand même un souci à certains points. Alors bon, après ça, on peut faire de l'IA prédictive et autres, mais ici, je parle de la générative. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, c'est un gros engouement, hein, sur l'IA. Donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, parce qu'on travaille aussi sur des projets IA, c'est ne donnez jamais à l'IA la maîtrise d'un processus. Ça, en tout cas, nous, on ne veut pas le faire chez nous. Donc, c'est toujours des aides avec la capacité de l'humain de vérifier que ce qui est fait est bon. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des assureurs qui confient, du pricing à l'IA où on ne sait pas vérifier si ce qui est fait est bon, je ne sais pas, moi a priori je dirais, je trouve pas ça, intéressant. Après, voilà, heu, non, moi ce qui me passionne pour l'instant, c'est, parce qu'on est en train de le vivre et il y a un acteur français d'ailleurs qui l'a bien entamé, mais il y a déjà un petit temps. C'est tout ce qui est, déconstruction de la chaîne de valeur. Mmh. Quand je parle de l'acteur français, c'est La Parisienne, je pense, ça s'appelait comme ça, OK. Wacom maintenant. OK, ouais. Hein, donc qui est un très bel exemple, qui est un assureur, traditionnel qui à un moment donné s'est repositionné en se disant: «Moi, mon cœur, c'est le portage de risque et on va devenir, modulaire, en portage de risque et on va ouvrir, le marché, à ce niveau-là». Swins, c'est pareil, hein, Swins, comme on vient d'en parler, eux, ils se disent, «Bah, moi, ma plus-value, c'est, bien connaître ma cible clientèle et je vais aller chercher des produits, chez différents assureurs et c'est ça ma plus-value pour adresser un besoin spécifique et je vais faire appel à une Surkit pour la distribution, à des assureurs pour le portage de risque, à des assureurs pour la gestion de sinistre et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on voit, pour l'instant, c'est que, avec l'évolution de la technologie, les API et autres, ce grand buzzword qui existe quand même depuis longtemps, hein, qui est la déconstruction de la chaîne de valeur, mais maintenant elle arrive et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, ça commence vraiment à ça oblige en fait chaque acteur à se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est ma plus-value par rapport aux autres et sur quelle brique?» Voilà, puisque demain, je pense qu'on aura de plus en plus d'offres qui seront, la conséquence de plusieurs interlocuteurs, hein, avec des porteurs de risques, voilà, des distributeurs différents, des gens qui gèrent le produit, et donc ça oblige en fait,
quelque part à se poser les bonnes questions. Et puis en termes de techno, ça oblige à pouvoir travailler dans des écosystèmes, à pouvoir se connecter, à s'associer intelligemment avec, voilà, comme Swins l'a fait avec nous, par exemple. Tout ça dans un objectif de maximiser la valeur. Alors, la valeur, il faut voir pour qui, soit pour l'assuré, soit pour les actionnaires. Enfin, quoi, voilà, la valeur au total, je laisserai à chacun de voir quelle valeur il veut maximiser. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est vraiment au début de la réalisation de la déconstruction de la chaîne de valeur. Quelle a été la plus grande leçon pour toi en tant que CEO dans l'univers de la tech en assurance? Plus grande leçon, c'est compliqué à dire parce que tu en reçois un peu tout le temps, des leçons. Il faut savoir les lire et il faut savoir essayer de rebondir dessus. Mais la principale, on va dire, leçon ou qualité, c'est d'arriver à associer la résilience, le fait de croire dans ce que tu vas faire, dans ce que tu fais, mais de ne pas être têtu. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, à un moment donné, tu vois, on a fait 2 pivots. Mmh. Quand est-ce que tu prends la décision de dire il faut arrêter? Parce que tu as Mmh. toujours, dans tout ce que tu auras toujours des éléments positifs pour continuer et des éléments négatifs pour arrêter, tu vois? Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire, ben, et donc, c'est voilà, alors après ça, il y a pas de recette miracle, mais d'essayer de garder la tête froide, d'essayer de monter d'un cran, de se dire: «OK, là, OK, il y a plein d'espoirs, mais c'est que des espoirs. Moi ici, bah, je dois avancer, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis des employés et autres. À un moment donné, il faut faire des choix et qui doivent être les plus rationnels possibles et y croire et puis s'investir dedans et ainsi de suite». Donc ouais, c'est vraiment cette notion de balance entre y croire sans être têtu. Par contre, encaisser les chocs, quoi, encaisser les chocs. Au cours de toute ta carrière professionnelle, que ce soit l'actuariat, grand groupe, maintenant CEO d'Unit4Tech, quelle est la chanson qui pourrait représenter tout ton parcours professionnel? Bon, tu m'avais envoyé la question avant parce que c'est compliqué et puis, en fait, après ça, je me suis, ben, il y a une chanson que j'écoute, régulièrement quand j'ai envie de me redynamiser et c'est pas une chanson, c'est un titre de jazz, et il faut l'écouter, c'est Take Five. Alors, c'est de Dave Dorket Quartet, OK. mais si tu l'écoutes, tu le connais d'office. Hem et c'est quelque chose d'assez doux, mais avec une énergie de fou. Et ouais, moi, c'est la chanson, c'est le titre qui me donne un peu de peps. Donc, je l'écoute maintenant régulièrement depuis 5-6 ans, ouais. Dès que tu as des coups durs, comme, une compagnie qui te copie, hop, tu mets la chanson et ça va mieux? Oui, donc du coup, je le remets plus trop depuis pour l'instant parce que croisons les doigts, ça marche bien, mais oui. Oui, non, ça, c'est vraiment chouette. Après ça, j'ai plein d'autres chansons, mais après ça, j'ai pas vraiment de chansons dont le langage ou tu vois, les paroles pourraient décrire un peu. Voilà, Mmh. j'ai pas de chanson référence ou miroir, on va dire. Et est-ce que tu aurais une recommandation de livre, de podcast qui t'a aidé professionnellement ou même personnellement à me partager? Professionnellement, j'en ai pas vraiment, parce que c'est plutôt les échanges avec les gens du secteur qui m'apprennent beaucoup de choses. Personnellement, je trouve qu'il y a des podcasts qui sont assez intéressants. Moi, je suis assez fan de Thinkerview, hein, que tu dois certainement connaître, qui est un podcast, le format est très intéressant parce qu'il y a pas de limite, enfin, bon, il y a une limite de temps à l'interview, mais souvent elle passe, les gens aient déjà entendu 2 heures et demie, je pense, donc je ne sais pas quelle est la limite globale qu'ils se mettent. Je trouve ça très intéressant parce que ça donne le temps au temps. Et je crois que c'est important qu'on ait le temps de bien comprendre quand quelqu'un expose une idée, qu'on prenne le temps de la comprendre. Et puis en Belgique, il y a un chouette podcast qui est fait par la première radio en Belgique, qui s'appelle La Première. Et le podcast, ça s'appelle Le Tournant d'Arnaud Royson. Je t'invite il aborde plein de points d'actualité, mais en prenant le temps, chaque fois un petit point, et il prend le temps de l'aborder avec des gens de différents bords qui parfois sont pour ou contre, si c'est une question d'actualité ou autre. Ça permet d'avoir de la nuance sur l'idée qu'on peut avoir sur certaines choses. Je suis très attentif au fait d'apporter de la nuance sur certains points. Et si tu pouvais donner un conseil, de personnes qui commencent à se lancer dans l'assurance, que ça soit en actuariat ou même qui œuvrent dans des grosses compagnies d'assurance, quel conseil tu pourrais leur donner pour réussir, professionnellement? Alors, le conseil pour réussir professionnellement, c'est essayer alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais essaye de faire ce que tu as envie de faire. Enfin quoi, et non, on va le dire autrement. Essaye que ce que tu vas faire, tu y trouves ton plaisir.
si tu trouves pas du plaisir ou du défi, enfin quoi, il faut que chacun sache un peu, OK, ben moi, ce qui me fait un peu vibrer, c'est ça. Et si tu le trouves pas dans ce que tu fais au niveau professionnel, ça va être compliqué. Alors tu peux te résigner, mais ça va être compliqué. Et donc c'est vrai que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les j'adore, c'est mon passé de mathématicien, mais j'adore, les défis, le fait qu'à un moment donné, il y ait des choses que, certains de nos clients n'aient pas réussi à faire ou qui nous demandent de réinventer, hein, donc réinventer, redévelopper des systèmes, réfléchir à des modélisations, à j'adore ce genre de choses et hem et voilà, ça me fait vivre, heu et donc ce que je pense que si tu aimes ce que enfin quoi, si ce que tu fais t'apporte ces émotions-là, tu vas réussir, je pense. Mmh. Alors il faut voir ce qu'on met derrière réussir, hein. Est-ce que pour autant tu vas devenir, CEO de la société qui t'a engagé? Sans doute non. Il faut voir ce Mmh. que chacun met derrière le terme réussir, mais en tout cas, tu vas t'épanouir et c'est peut-être ça le principal. Toi, c'est plus vibrer au quotidien dans ton métier qui est le plus important en fin de compte. Enfin, Oui, 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 oui. Oui, parce que si c'était j'aurais pas pris la décision de lancer, enfin quoi, de devenir un entrepreneur si l'objectif était de prendre plus d'importance dans le marché de l'assurance. J'aurais pu rester là où je suis et puis, tu montes et puis, tu prends plus d'importance. Ici, c'était vraiment de se dire: «En fait, j'ai envie d'avoir des émotions différentes, de tester des choses et voilà, de vibrer d'une façon un peu différente, de te tester». Hein, c'était aussi, sortir de sa zone de confort aussi. Je crois que c'est important de oui, le deuxième conseil, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est important. C'est de se dire à un moment donné, «Je vais faire un truc que j'ai jamais fait, mais je pense que je peux être bon. On va tester» et puis, voilà, il faut évidemment que ça se fasse dans avec un peu de sécurité autour, mais ça apporte de bah, tu vois, quand tu as lancé ton podcast, tu es aussi sorti, de ta zone de confort, je suppose? ouais, enfin, je suis pas allé pitcher pour lever, quelques petits millions. Non, non, mais voilà, mais c'est sortir de sa zone de confort et ça t'apporte des choses en plus, quoi. Tu apprends plein de choses sur toi, tu agrandis ta vision du business, du monde, des gens, c'est super enrichissant, quoi. Je pense que, Ouais. tu sais, voilà, moi j'ai 51 ans maintenant. Ouais, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Tu combien d'années, d'expérience dans l'assurance? Je sais pas si tu me l'as dit? Ouais, maintenant, au total, maintenant, je suis presque à 30. En fait, moi, j'ai fini mes études d'actuariat en 97, je pense, mais j'ai commencé à travailler en 96. Donc voilà. Donc, ah oui, on va être à 30 ans. Et du coup, 30 ans d'expérience quand même. Ouais, ça fait quelque chose, hein. Qu'est-ce qui te motive au quotidien, du coup, dans ce secteur qui est un peu réputé, tu vois? Souvent, on me dit, «Ouais, c'est pas vraiment sexy, c'est des voleurs, les assureurs, pourquoi bosser chez eux?» T'en as qui disent quand même, bon, bah, tu as un peu, cette idée-là, bah, je œuvre aussi pour aider les gens indirectement parce qu'on les couvre pour un risque. Ouais, Après ouais, encore plus si tu es dans une structure mutualiste, tu vois? Ça ouais, tout renforce à un fait, peu, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai que l'image de l'assureur est pas une bonne enfin quoi, ça dépend de qui en parle évidemment, mais on entend régulièrement des gens qui trouvent que l'image est pas la bonne. C'est vrai qu'au départ, pourtant le métier d'assureur est un super métier, hein. C'est de de donner de la sécurité à certaines personnes, enfin quoi, aux personnes et de mutualiser. Donc, derrière, il y a un vrai message, de de solidarité. Voilà, c'est un système de solidarité en fait, l'assurance, hein. C'est jamais ni plus ni moins que ça. Alors, clairement, après ça, il y a dépendant, c'est pour ça que tantôt je parlais de maximiser la valeur, bah, dépendant de la structure de la société, il faut voir la valeur, on la met où? Est-ce qu'on la met, pour les actionnaires, pour les sociétaires, voilà. Le métier est vraiment bien et je pense que en plus de ça, on est vraiment dans un secteur qui, comme je l'ai dit, qui va évoluer. Alors pas qui va pas se révolutionner, mais qui progressivement va commencer à beaucoup plus collaborer. Je vois le futur de l'assurance vraiment comme, quelque chose de beaucoup plus orienté vers un écosystème avec différents acteurs que comme, des marques d'assurance l'un à côté de l'autre, en silo et concurrents. Je vois vraiment beaucoup plus, le futur avec aussi, et avec, des acteurs multiples et variés, hein. Donc il y a les acteurs actuels, mais, bah, voilà, on en parle beaucoup, il y en a quand même beaucoup aussi, tout ce qui est, l'assurance embarquée, que ce soit en B2C. Nous, on est de plus en plus, interrogés sur de l'assurance embarquée en B2B, c'est-à-dire que vraiment permettre à des professionnels de vendre de l'assurance aussi, alors que c'est pas leur secteur, initial.
Et dans ce cadre-là, quand un secteur évolue, il y a plein de défis intellectuels, de défis marketing, de défis de positionnement. Enfin, quoi, c'est un secteur qui bouge quand même pas mal. Et donc, oui, moi, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'assurance, en tout cas, je ne l'arrêterai pas parce que je pense que c'est vraiment un chouette secteur. Et je pense qu'avec tout ce qui nous attend dans le futur, voilà, le besoin d'assurance, je ne le vois pas décroître. Je vois le besoin d'assurance croître. Alors, il faut voir si c'est payable. Hein. Je crois que les risques climatiques, progressivement, vont devenir problématiques. Mais en tout cas, on a besoin de plus en plus de sécurité. Ouais. On arrive bientôt à la fin du podcast. On va faire une petite phrase à trous. À toi de répondre. Mais du coup, la digitalisation dans l'assurance, c'est un peu comme tout le monde en parle, mais voilà. Alors, Qu'est-ce que tu dirais? compliqué. La digitalisation de l'assurance, c'est un peu... j'ai pas vraiment d'idée. C'est un peu... laisse-moi 2 secondes. En fait, l'idée, elle est plutôt de dire... pour moi, la digitalisation, tout le monde en parle un peu comme une finalité en soi. Alors qu'en fait, l'important, c'est pas de se digitaliser, c'est de savoir pourquoi on veut le faire. Pour que ce soit pas un effet de mode en plus. Donc ça rentre pas tout à fait dans le cadre de ce que tu m'as dit, mais il faut jamais oublier, ça c'est le point, il faut jamais oublier que c'est jamais qu'un moyen. Et il faut réfléchir au quoi. Et si tu pouvais changer une seule chose dans le monde de l'assurance, ça serait quoi? Alors ça, on l'a déjà abordé dans les questions d'avant. Je crois que le point, et je vais prendre un peu de temps pour l'aborder, le point important, c'est de faire comprendre au monde de l'assurance qu'ils peuvent tester. Et ça paraît tout à fait naïf et ridicule comme phrase, mais pour l'avoir vécu moi-même en interne, il faut se remettre dans l'historique et dans la façon dont c'est fait. Quand tu es dans une compagnie d'assurance, qu'en fait, les développements, les nouvelles initiatives te prennent du temps, te prennent de l'argent et autres, ben, tu en fais de moins en moins. Tu commences à de plus en plus sécuriser tout ce que tu vas lancer. Ça veut dire aussi que tu mets une grosse pression sur la définition des spécifications, l'étude du marché préalable et autres. Tu es dans un système totalement, ce qu'on va dire waterfall. Hein. Donc, tu développes d'abord, enfin, quand tu réfléchis, puis après ça, tu développes, et puis mais tu n'es pas dans un système agile. Et in fine, les personnes qui baignent là-dedans, et je l'ai été pendant 20 ans, commencent à réfléchir comme ça. Donc, c'est plus un problème de... Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lancer voilà, notre société, c'était vraiment un travail intellectuel de se dire: «OK, mais en fait, on peut tester des choses. On peut se tromper, c'est pas grave de se tromper». Et donc je reviens là-dessus, c'est vraiment le fait de n'ayez pas peur de vous tromper. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que le marché de l'assurance, c'est un marché réglementé, c'est un marché sérieux, c'est un marché voilà. Et je pense que alors évidemment, il faut pas, tout changer, mais voilà, n'ayez pas peur de tester des choses et essayer de développer des outils qui vous permettent de tester pour mieux savoir ce que vous voulez faire. Pour voir là où il y a vraiment des opportunités, si elles se réalisent et si elles apportent vraiment de la valeur. Et pour finir, tu me recommandes d'inviter qui pour un prochain épisode? Alors, d'abord, ma recommandation, elle vaut pas grand-chose dans le sens où, non, de quel, au nom de quoi je pourrais dire cette personne est intéressante par rapport à d'autres, tu vois? Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont intéressantes. Je pense que, je crois que les points importants, c'est tu vois, ici, moi, j'ai essayé vraiment de te parler en toute sincérité. J'ai l'avantage d'être CEO de ma boîte, donc voilà, j'ai pas vraiment de contraintes, hiérarchiques à tenir, voilà, je t'ai dit un peu tout ce que je pensais, voilà, je pense que ce sera bien reçu. Donc il faut seulement que les gens puissent parler, de manière sincère. Je pense que ça, c'est important. Et si tu veux entendre quelqu'un, vraiment, ben, on a parlé de Swins. Évidemment, c'est un peu attention, oui, j'ai eu un truc. Donc on a parlé de Swins, évidemment, c'est un peu de la confrérie quasi parce que Didier Murena, qui est le CEO, il a travaillé avec moi chez AXA, on a été collègues. Il s'est aussi lancé dans l'entrepreneuriat et autres, et je trouve que son parcours est super intéressant. Donc il a aussi des choses à dire à ce niveau-là, parce qu'il a connu, l'intérieur de grandes compagnies et puis il connaît maintenant l'entrepreneuriat. Donc voilà, s'il y a une personne, lui, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient apporter, pas mal de choses, à ton podcast.
Merci vraiment, merci beaucoup, pour cet échange. C'était très riche et en tout cas, tu t'es livré, vraiment à cœur ouvert et pas de langue de bois ou autre. Enfin, tu as été vraiment, Voilà, on sent que tu as la vibe en tout cas et que tu es dans l'assurance et que tu crois vraiment en fait, à la digitalisation, à l'approche que tu as, et cetera. Tu es mmh. vraiment déterminé par rapport à ça et je trouve ça, assez cool que tu le reflètes dans le podcast. Donc vraiment Eh merci bah beaucoup à toi. merci à toi, merci, pour les questions et puis pour les échanges qu'on a eus, avant et aujourd'hui. C'était super. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.